Mon père a laissé tout l'héritage à mon beau-frère. Il est plus homme que toi. Il m'a donné des petits-enfants, et toi, tu n'as même pas de petit ami, loser. Alors, j'ai arrêté de payer ses factures et j'ai laissé son gendre s'occuper de lui. Je m'appelle César, j'ai 37 ans, et jusqu'à récemment, j'étais le pilier économique de ma famille. Ce n'était pas quelque chose dont je me vantais, mais je n'en avais pas honte non plus. C'était un devoir, quelque chose que j'ai assumé depuis que ma mère est morte il y a 10 ans et que mon père, Fernando, s'est retrouvé sans repère. Il n'a jamais été un homme de grandes ressources, et avec le temps, la responsabilité de maintenir la maison, de payer les factures et de m'assurer qu'il ne manquait jamais de nourriture sur la table m'est tombée dessus. Il y avait aussi ma petite sœur, Mariana, qui, à 29 ans, vivait avec nous et dépendait de moi, parce que, selon elle, elle ne trouvait pas de travail qui en valait la peine. Je ne me plaignais pas beaucoup, même si parfois je sentais que je portais un poids que personne ne reconnaissait. Je travaille comme comptable dans une entreprise de taille moyenne. Ce n'est pas le boulot le plus excitant du monde, mais il paie bien, et avec des heures supplémentaires et quelques travaux en freelance, je parvenais à tous nous faire vivre. La maison où nous vivions était modeste mais confortable, 3 chambres, une petite cour, et une salle à manger où mon père passait des heures à regarder la télévision. Je payais l'électricité, l'eau, le gaz, l'internet, les impôts, tout. J'achetais aussi la nourriture et même les médicaments de mon père, qui, à 65 ans, commençait à avoir des problèmes de santé. Mariana, de son côté, était censée s'occuper de la maison, mais en pratique, cela se résumait à faire le minimum, laver la vaisselle quand elle s'entassait et balayer de temps en temps. Mais je ne disais rien. C'était ma famille, et on fait ce qu'on doit faire. Tout a changé quand Mariana est tombée amoureuse de Martin, un jardinier qu'elle a rencontré dans le quartier. Martin avait 32 ans, un type robuste, à la peau bronzée par le soleil, avec un sourire confiant qui m'a toujours semblé plus arrogant qu'amical. Ce n'était pas une mauvaise personne, du moins pas au début, mais quelque chose chez lui ne me plaisait pas. Peut-être était-ce sa façon de parler, comme s'il était toujours en compétition, ou la manière dont il se pavanait en tondant les pelouses des voisins avec cette attitude de « regardez quel homme je suis ». Mariana, en revanche, était fascinée. Elle disait que Martin était authentique, pas comme les « bureaucrates ennuyeux » qu'elle connaissait. Je suppose qu'elle faisait allusion à moi, même si elle ne l'a jamais dit directement. Quand Mariana me l'a présenté, j'ai essayé d'être aimable. Je lui ai offert une bière, on a parlé un peu de foot, mais la conversation ne coulait pas. Il me regardait comme s'il évaluait ma valeur, et je sentais que je ne lui plaisais pas. Peu importe, je n'avais pas besoin d'être son ami. Je voulais juste qu'il traite bien ma sœur. Quelques mois plus tard, Mariana a annoncé qu'ils allaient se marier. Ce fut une cérémonie simple dans la cour de la maison, parce que j'ai payé presque tout, la nourriture, les boissons, jusqu'à la robe de Mariana. Martin a contribué ce qu'il pouvait, c'est-à-dire pas grand-chose, et mon père, comme toujours, se contentait de critiquer ou de donner son avis. César, assure-toi qu'il y ait assez de viande. Ne passe pas pour un radin, me disait-il pendant que je signais les chèques. Après le mariage, Martin s'est installé chez nous. Je pensais que ce serait temporaire, qu'ils trouveraient bientôt leur propre logement, mais Mariana a dit qu'ils n'en avaient pas les moyens. Martin gagnait peu comme jardinier, et elle ne travaillait toujours pas. Alors, une fois de plus, j'ai accepté le fardeau. Désormais, je ne soutenais plus seulement mon père et ma sœur, mais aussi mon beau-frère. Je payais la nourriture pour 4, les services publics, et même l'essence du vieux camion que Martin utilisait pour son travail. Il ne me remerciait jamais, et s'il le faisait, c'était avec un ton moqueur plutôt que reconnaissant. C'est bien que t'aies ce petit boulot, César. Sans toi, on serait dans la merde, disait-il avec un petit rire qui me faisait grincer des dents. Mon père, lui, n'arrangeait pas les choses. Depuis la mort de ma mère, il était devenu plus dur avec moi. Il avait toujours été un homme traditionnel, de ceux qui pensent qu'un vrai homme doit avoir une femme, des enfants et une maison pleine de vie. Moi, en revanche, je n'avais jamais eu de petit ami. Ce n'est pas que je ne voulais pas, ça ne s'était simplement pas fait. Adolescent, j'étais timide, ensuite je me suis concentré sur mes études, puis sur le travail pour faire vivre la famille. Les rares fois où j'ai essayé de sortir avec quelqu'un, ça n'a pas marché. Ce n'était pas quelque chose qui me tourmentait, mais pour mon père, c'était une offense personnelle. César, quand vas-tu te poser? T'as 37 ans, mec, et pas une copine.
Quel genre d'homme es-tu, me disait-il parfois devant Mariana ou Martin, qui riaient comme si c'était une blague. Je ravalais mes mots et changeais de sujet, mais chaque commentaire était comme un coup de poignard. Ils ne voyaient pas tout ce que je faisais pour eux, seulement ce qui, selon lui, me manquait. Et quand Martin est entré dans la famille, les choses ont empiré. Mon père a commencé à le traiter comme le fils qu'il avait toujours voulu. Regarde Martin, lui, c'est un vrai homme. Il s'est marié avec ta sœur, il la rend heureuse, disait-il pendant que moi, j'étais là, à payer les factures de tout le monde. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quand Mariana est tombée enceinte, environ 6 mois après le mariage. Mon père était aux anges, il avait toujours rêvé d'avoir des petits-enfants, et maintenant, sa fille lui donnait ce que moi, selon lui, ne pourrais jamais lui offrir. La maison s'est remplie de préparatifs, vêtements pour bébé, berceau, couche, biberon. Qui a payé tout ça? Moi, bien sûr. Mariana ne travaillait pas, et Martin gagnait à peine assez pour couvrir ses propres dépenses. Mon père touchait une petite pension qu'il dépensait en cigarettes et en bière. Alors, une fois de plus, j'ai sorti mon portefeuille. J'ai acheté tout ce dont le bébé avait besoin, des couches à la poussette que Mariana avait vues sur Internet et qu'elle devait absolument avoir. Quand mon neveu Lucas est né, la dynamique dans la maison a complètement changé. Mariana et Martin sont devenus les rois, et mon père ne cessait de les encenser. Regarde quel beau petit-fils, César. C'est ça qui rend un homme heureux, disait-il en portant le bébé. J'étais content de voir Lucas, je ne vais pas mentir. C'était un enfant en bonne santé, avec de grands yeux qui vous faisaient sourire. Mais je ne pouvais pas ignorer la façon dont il me traitait. Martin se moquait de moi dès qu'il en avait l'occasion, avec des remarques comme « César, quand est-ce que tu vas en avoir un comme ça ?»« Ah, c'est vrai, il te faut d'abord une femme. » Mariana riait, et mon père hochait la tête comme s'il était d'accord. Je me contentais de sourire et de passer à autre chose, mais à l'intérieur, la colère commençait à s'accumuler. J'ai continué à tout payer, les couches, le lait infantile, les visites chez le pédiatre. Chaque mois, mon compte bancaire se vidait un peu plus, et personne ne semblait s'en rendre compte. Mon père continuait ses commentaires cinglants. « César, t'es un raté. À ton âge, j'avais déjà 2 enfants. Toi, t'as même pas une copine. » Martin, lui, se pavanait comme s'il était le héros de la maison, alors qu'il ne contribuait pas d'un centime pour Lucas. Une fois, je l'ai entendu parler à un voisin, César paie tout, mais c'est moi qui commande ici. J'ai eu envie de l'affronter, mais je me suis retenu. Je ne voulais pas me battre à la maison. Je ne voulais pas donner à mon père une autre excuse pour m'humilier. Les mois ont passé. Lucas grandissait, et je restais le banquier de la famille. Parfois, je me demandais pourquoi je faisais ça, pourquoi je continuais à soutenir des gens qui me traitaient comme si je ne valais rien. Je suppose que c'était à cause de ma mère. Elle me disait toujours que la famille passait en premier, qu'on n'abandonne pas les siens. Mais chaque jour, cette idée me semblait plus lourde, plus injuste. 1 an après la naissance de Lucas, Mariana a annoncé qu'elle était à nouveau enceinte. Mon père était fou de joie. Un autre petit-fils. C'est ça qui donne un sens à la vie, a-t-il dit en serrant Mariana et Martin dans ses bras. J'étais dans la cuisine, à écouter, et personne ne m'a regardé. Personne ne m'a demandé comment j'allais ou si je pouvais continuer à payer pour un autre enfant. Ils ont simplement présumé que je le ferais, comme toujours. Ce soir-là, alors que j'étais dans ma chambre à regarder mon compte bancaire et à voir les chiffres diminuer, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, de la fatigue, pas seulement physique, mais émotionnelle. J'étais fatigué d'être invisible, de porter tout sur mes épaules pendant que les autres se moquaient de moi. Mais je n'étais pas encore prêt à abandonner. J'avais encore l'espoir que mon père reconnaîtrait tout ce que je faisais pour eux. J'avais encore de l'espoir. Cela a changé quelques semaines plus tard, quand mon père a décidé de nous réunir pour parler de son testament. Ce qui s'est passé ce soir-là a brisé quelque chose en moi et a marqué le début de la fin. C'était un vendredi après-midi, et je venais de rentrer du travail. J'étais épuisé. J'avais passé la journée à vérifier des chiffres, à gérer un patron qui trouvait toujours quelque chose à redire, et ensuite j'avais fait quelques heures supplémentaires pour couvrir l'augmentation des dépenses de la maison. Je me suis assis sur une chaise, sentant un nœud dans l'estomac. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais ça ne me plaisait pas. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en essayant de rester calme.
Mon père a pris une gorgée de sa bière, s'est essuyé la bouche avec le dos de la main et m'a regardé fixement. Je vais parler de mon testament, a-t-il dit. Je suis vieux, je ne veux pas laisser de choses en suspens. Je veux que tout le monde sache ce que j'ai décidé. Je suis resté silencieux. Je ne m'attendais pas à ça. Mon père n'avait jamais parlé de son testament auparavant, et bien que nous ne soyons pas riches, il avait quelque chose de valeur, la maison où nous vivions, qui était à son nom, et un petit terrain dans le village où il avait grandi. Ce n'était pas une fortune, mais c'était quelque chose. Et pour être honnête, j'avais toujours supposé que l'héritage serait partagé entre Mariana et moi. Après tout, nous étions ses enfants. Mais quelque chose dans son ton, dans la façon dont il me regardait, m'a fait suspecter que ça n'allait pas être aussi simple. Avant de commencer, a-t-il continué, je veux dire que j'ai beaucoup réfléchi à ça. La vie d'un homme se mesure à ce qu'il laisse derrière lui, à son héritage. Et moi, grâce à Dieu, j'ai un héritage. Il a regardé Mariana et Lucas, puis Martin, avec un sourire qu'il ne m'avait jamais adressé. J'ai une fille qui m'a donné des petits-enfants et un gendre qui est un vrai homme. C'est ce qui compte. J'ai senti une douleur dans la poitrine, mais je n'ai rien dit. J'étais habitué à ces commentaires, à ces sous-entendus sur mon célibat, sur le fait que je n'étais pas un homme parce que je n'avais ni femme ni enfant. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Il y avait une intention derrière ces mots, quelque chose de plus cruel. Mariana a baissé les yeux, comme si elle savait ce qui allait suivre, et Martin s'est adossé à sa chaise, croisant les bras avec cette expression de supériorité qui me donnait envie de le frapper. « César, » a dit mon père en se tournant vers moi. « Tu sais que j'ai toujours été direct avec toi. Je ne t'ai jamais menti, et je vais être clair maintenant. Je suis déçu de toi. T'as 37 ans, et qu'est-ce que t'as fait? T'as pas de femme, pas d'enfant, tu ne m'as pas donné de petits-enfants. T'es un raté en tant qu'homme, tu n'as pas rempli ce qu'on attend de toi. » Les mots m'ont frappé comme un marteau. Ce n'était pas la première fois qu'il me disait des choses pareilles, mais cette fois, c'était différent. Il le disait devant tout le monde, avec un calme qui me mettait les nerfs à vif. J'ai senti le sang me monter à la tête, mais je me suis retenu. Je voulais entendre la suite. Je voulais savoir où il voulait en venir. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, j'ai décidé que mon héritage ne sera pas pour toi. La maison, le terrain, tout ce que j'ai, je le laisse à Martin. C'est lui l'homme de cette famille. Il m'a donné des petits-enfants, il rend ma fille heureuse, et je sais qu'il prendra soin de mon héritage. Toi, César, tu ne mérites rien. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. J'ai regardé mon père, espérant qu'il dise que c'était une blague, qu'il plaisantait pour me mettre en colère, mais il me regardait avec mépris, comme si j'étais un étranger, comme si je n'avais pas passé les 10 dernières années à le soutenir, à payer ses factures, à acheter sa nourriture. J'ai regardé Mariana, cherchant un signe qu'elle était aussi choquée que moi, mais elle gardait la tête baissée, caressant Lucas. Martin, lui, souriait comme s'il venait de remporter un trophée. Quoi? Ai-je réussi à dire, la voix tremblante. Tu me dis que tu vas tout laisser à lui, à Martin, le mec qui ne paie rien dans cette maison. Mon père s'est penché en avant, les yeux plissés. Ne me fais pas répéter, César. Martin est plus homme que toi. Il a une famille, il a des enfants. Toi, t'as rien. Qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Rien. T'es un raté, et je ne vais pas récompenser un raté. Je ne sais pas comment décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était un mélange de rage, de douleur, et quelque chose d'autre, quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant, de la libération. Parce qu'à cet instant, tout est devenu clair. Pendant des années, je m'étais tué à travailler pour faire vivre cette famille, pour qu'il ne manque de rien, et en retour, je recevais du mépris, des moqueries, des humiliations. Et maintenant, mon propre père me disait que je ne valais rien, qu'un jardinier qui pouvait à peine subvenir à ses propres besoins était plus digne que moi. Je me suis levé, les mains tremblantes. Alors, c'est tout. Après tout ce que j'ai fait pour vous, tu me traites comme ça? Tu me traites de raté? Moi, qui paie l'électricité, l'eau, la nourriture, les couches de ton petit-fils. Moi, qui ai maintenu cette maison pendant que tu restes assis à regarder la télé et que Martin dépense le peu qu'il gagne en bière? Mon père n'a pas bronché. Ne joue pas la victime, César. Oui,
tu paies des choses, mais ça ne fait pas de toi un homme. Un vrai homme a une famille, des enfants. Toi, t'as rien de tout ça. T'es un incapable. Je n'en pouvais plus. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai regardé Martin, qui continuait de sourire, et Mariana, qui n'osait pas me regarder. Puis j'ai regardé mon père, l'homme qui était censé me protéger, me soutenir, et qui, au lieu de ça, me détruisait devant tout le monde. Très bien, ai-je dit avec un calme que je ne me reconnaissais pas, si Martin est si homme, qu'il paie tout. Qu'il maintienne la maison, qu'il achète les couches, qu'il paie l'électricité. Moi, je me casse. Sans attendre de réponse, je suis monté dans ma chambre, j'ai pris une valise et j'ai commencé à y mettre mes affaires. Je ne réfléchissais pas beaucoup, j'agissais. J'ai pris des vêtements, mon ordinateur portable, quelques documents importants, tout ce dont j'avais besoin pour recommencer. Pendant que je faisais mes bagages, j'entendais mon père crier depuis la salle à manger, « Vas-y, César, va voir combien de temps tu tiens tout seul. Sans nous, t'es rien. » Mariana ne disait rien, et Martin se contentait de rire. C'est ce qui m'a fait le plus mal, que ma sœur, la personne pour qui j'avais tout donné, ne dise pas un mot pour me défendre. Je suis descendu avec ma valise à la main, et avant de partir, je me suis arrêté devant mon père. J'espère que Martin est aussi homme que tu le dis, parce que désormais, tu ne verras plus un centime de ma part. Puis j'ai regardé Martin. Et toi, héros, commence à faire des heures sup, parce que maintenant, c'est à toi de tout assumer. Je suis sorti de la maison, j'ai fermé la porte et je ne me suis pas retourné. J'ai marché jusqu'à un hôtel à proximité, un endroit pas cher où je pouvais rester quelques jours en attendant de décider quoi faire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté à fixer le plafond, à repenser à tout ce qui s'était passé, sentant la colère me consumer de l'intérieur. Mais aussi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti autre chose, de la liberté. J'avais porté cette famille sur mes épaules pendant des années, et maintenant, enfin, je m'en étais libéré. Les jours suivants ont été un tourbillon. J'ai trouvé un petit appartement près de mon travail et j'y ai emménagé avec le peu que j'avais. J'ai résilié tous les contrats qui étaient à mon nom, l'électricité, l'eau, l'internet de la maison de mon père. Je n'ai pas payé la facture de téléphone de Mariana, ni acheté les couches qu'elle me demandait par message. Chaque fois que je voyais leur nom sur mon téléphone, je ressentais une pointe de culpabilité, mais ensuite, je me souvenais des mots de mon père, raté, incapable, t'es pas un homme. Et cette culpabilité se transformait en détermination. Une semaine après mon départ, j'ai reçu un appel de mon père. Je n'ai pas répondu la première fois, mais il a tellement insisté que j'ai fini par céder. Quand j'ai décroché, sa voix était pleine de colère. « Qu'est-ce qui t'arrive, César ? On nous a coupé l'électricité. Il n'y a plus d'eau à la maison. Et les couches de Lucas ? T'as rien acheté. Quel genre de frère es-tu ? » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'était un rire amer, mais libérateur. « Je ne suis rien, papa. Tu te souviens pas ? Je suis un raté, un incapable. Mais t'inquiète pas, t'as ton petit gendre, le grand Martin. C'est un vrai homme, non ? Qu'il paie tout. Ne sois pas stupide, a crié mon père. Martin n'a pas l'argent que t'as. Tu sais qu'il peut pas. Alors pourquoi tu lui as tout donné, ai-je répondu d'une voix froide. S'il est si homme, qu'il assume. Moi, je ne suis plus le banquier de personne. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'avais le contrôle. Je ne savais pas ce qui arriverait ensuite, mais une chose était sûre, je ne reviendrai pas en arrière. Que Martin, l'homme véritable, s'occupe de tout, et que mon père apprenne ce que c'est de vivre sans le « raté » qu'il méprisait tant. Pendant ce temps, ma vie commençait à prendre forme. Au travail, on m'a offert une petite promotion avec une augmentation qui m'a permis d'économiser davantage. J'ai commencé à sortir avec des collègues après le boulot, chose que je n'avais jamais faite parce que j'étais toujours occupé à rentrer à la maison pour résoudre les problèmes de ma famille. Je me suis même inscrit à une salle de sport, pas pour ressembler à Martin avec ses muscles de jardinier, mais parce que je voulais me sentir mieux dans ma peau. Petit à petit, je construisais une vie qui ne tournait pas autour des besoins des autres. Un mois plus tard, mon père m'a appelé. Il a dit que quelque chose de grave était arrivé et que je devais venir immédiatement. J'ai eu peur.
J'ai pensé que ma sœur avait perdu le bébé ou qu'il était arrivé quelque chose à Lucas, mais quand je suis arrivé, j'ai réalisé que c'était un mensonge. Ils voulaient juste que je vienne parler avec eux. Assieds-toi, César, a dit mon père d'une voix qui se voulait ferme mais qui sonnait brisée. Je suis resté debout, les bras croisés. Je n'allais pas les laisser me traiter comme avant. Parle, ai-je dit. Tu as dit que c'était important. Mon père a soupiré, comme s'il avait du mal à trouver ses mots. Écoute, fiston, les choses vont mal. Depuis que t'es parti, tout s'est effondré. On n'a plus d'électricité, plus d'eau. Les couches de Lucas sont finies depuis des jours, et Mariana ne peut pas en acheter d'autres. Le bébé va arriver d'un moment à l'autre, et on n'a même pas de quoi payer l'hôpital. Martin fait ce qu'il peut, mais ça ne suffit pas. J'ai regardé Martin, qui serrait sa bière dans sa main mais ne disait rien. J'avais envie de rire, mais je me suis retenu. Et tu veux que je fasse quoi, papa? Que je revienne tout payer? Que je sois encore l'idiot qui fait vivre tout le monde pendant que toi et ton gendre préféré se moquent de moi? Ce n'est pas comme ça, César, a dit Mariana, les larmes aux yeux. On a besoin de toi. Lucas a besoin de toi. S'il te plaît, ne nous laisse pas comme ça. Ces mots m'ont fait mal, mais pas assez. J'avais déjà entendu ce ton, quand elle me demandait de l'argent ou des faveurs, toujours avec la promesse implicite qu'un jour ils me remercieraient. Mais ils ne l'ont jamais fait. Au contraire, ils m'ont poignardé dans le dos. Vous savez quoi, ai-je dit en les regardant tous les trois. Pendant des années, j'ai tout donné pour vous. J'ai payé les factures, acheté la nourriture, les couches, tout. Et en retour, qu'est-ce que j'ai eu? Des moqueries, des humiliations. Tu m'as traité de raté, papa. Tu as dit que Martin était plus homme que moi parce qu'il t'a donné des petits-enfants. Eh bien, le voilà, ton vrai homme. Qu'il paie, qu'il maintienne la maison, qu'il soit le héros que tu admires tant. Martin s'est levé, comme s'il voulait m'affronter, mais mon père a levé la main pour l'arrêter. César, s'il te plaît, a-t-il dit, et maintenant il semblait désespéré. Je me suis trompé. Je n'aurais pas dû dire ces choses. T'es mon fils, et j'ai besoin de toi. Reviens à la maison. Ne nous laisse pas comme ça. On n'a rien. Non, ai-je dit avec un calme qui m'a surpris. Je ne reviendrai pas. Vous avez fait votre choix. Tu as choisi Martin, papa. Tu as choisi ton gendre préféré. Maintenant, vis avec ça. Mon père a commencé à sangloter, chose que je ne l'avais jamais vu faire. César, s'il te plaît, on n'a pas un sou. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Alors, demande à ton vrai homme, ai-je dit en pointant Martin. Ou dis à Mariana de trouver un boulot. Mais ne me regarde pas. Je ne suis plus votre banquier. Je ne suis plus votre raté. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Mariana a crié mon nom, mais je ne me suis pas arrêté. Mon père a continué à supplier, mais ses mots se sont évanouis alors que je sortais de la maison. J'ai fermé la porte derrière moi, et pour la première fois, je n'ai ressenti ni culpabilité ni douleur, seulement de la paix. C'était la dernière fois que je les ai vus. J'ai bloqué leur numéro, coupé tout contact. J'ai appris par un voisin, des mois plus tard, que la maison avait été saisie parce qu'il n'avait pas pu payer les impôts. Martin a quitté Mariana, disant qu'il ne pouvait pas supporter la pression, et il a quitté le village. Mariana a fini par emménager chez une amie, luttant pour élever ses 2 enfants. Mon père, d'après ce qu'on m'a dit, a fini dans une maison de retraite, dépendant de la charité des autres. Je ne sais pas si c'est vrai, et honnêtement, ça m'est égal. Aujourd'hui, ma vie est différente. J'ai un meilleur poste au travail, un appartement plus grand, et j'ai même commencé à sortir avec quelqu'un, une femme qui me fait rire et qui ne me juge pas pour ce que je n'ai pas. Je ne sais pas si j'aurai des enfants un jour, mais si je le fais, ce sera parce que je le veux, pas parce que quelqu'un me dit que ça fait de moi un homme. Parfois, je pense à mon père, à Mariana, à Martin. Je me demande s'ils ont déjà compris ce qu'ils ont perdu, mais ensuite je ris, parce que ça n'a pas d'importance. Ils ont misé sur le « vrai homme », et moi, j'ai gagné ma liberté. Et pour moi, c'est la véritable victoire. Abonnez-vous pour plus d'histoires quotidiennes.